Loulou, tu te dépêches, tu mets tes chaussures, on s'en va. Putain, le papier de la cantine, on l'a pas pris. Loulou, je suis partie. Dépêche. Qu'est-ce que t'as fichu? Mais t'es encore en pyjama? Mais oui, mais on s'en fout du chat. C'est l'heure de partir, là, dépêche-toi. Tes lunettes. Où t'as foutu tes lunettes, putain? Qu'est-ce qu'elle fout dans les toilettes, tes lunettes, Loulou? Oh, je suis partie. Je suis dans la voiture. Trop tard. Loulou, s'il te plaît. Maman, elle doit aller travailler. Si je travaille pas, on n'aura pas d'argent et t'auras pas de cadeau à Noël. Qu'est-ce qui fait qu'avec les enfants, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait qu'alors que la première fois, ça n'a pas marché, on reproduit exactement la même chose, la même phrase. Je suis partie, dépêche-toi. Ça n'a pas marché la première fois. Mais je la répète. Jusqu'à la crise. Vous avez remarqué, ça finit toujours en crise. Soit l'enfant, soit le parent en premier, mais ça finit toujours en crise. Avec les enfants, on perd toute notre lucidité, vous avez remarqué? Alors qu'avec une clé, si la clé rentre pas dans la serrure, immédiatement, j'ai l'idée d'en essayer une autre. Jamais je me dis, je vais répéter pour voir si cette fois-ci ça passe, plus fort. Bah non. Donc avec les enfants, on perd toute lucidité. Mais pourquoi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du stress? Un terme hautement technique, très méconnu du grand public. Donc ce matin, vous avez parlé de développement de l'enfant. Et moi, je vais aussi un petit peu parler du cerveau, mais alors en vraiment plus simple. Vraiment 2 mots. En gros, notre cerveau, on a récupéré le cerveau de nos ancêtres, les hommes préhistoriques, à l'arrière. Et puis, au cours de l'évolution, on a rajouté des bouts devant. En gros, là, j'ai le cerveau reptilien, archaïque, automatique. Et à l'avant, j'ai fabriqué des nouvelles connexions. Le néocortex, c'est la partie qui nous permet de décider, choisir, réfléchir, analyser, penser. À l'intérieur de notre cerveau, représenté par mon pouce, il y a une glande qui s'appelle l'amygdale. Alors rassurez-vous, si vous avez été opéré des amygdales, celle-là, vous l'avez encore. Donc l'amygdale, en gros, c'est une sorte de sonnette d'alarme. Quand le cerveau identifie un danger, l'amygdale, en gros, elle se met à sonner et elle débranche le cerveau frontal. À ce moment-là, on n'a plus en action que notre cerveau reptilien. Vous vous rappelez à peu près, vous avez une image d'un homme préhistorique? C'est pas fin. Et donc, en cas de danger, en cas de situation nécessitant de la survie, je débranche mon cerveau et je n'ai plus que mon cerveau reptilien qui a en gros 2 fonctions. Celle de l'homme préhistorique qui voit au loin un tigre, il se barre en courant. Ça, c'est l'action numéro 1, c'est la fuite. Et en 2018, les hommes... Alors, je sais, c'est un cliché, mais les hommes, en 2018, ils ont tendance à prendre leurs jambes à leur cou en cas de situation stressante. Mais ne rigolez pas trop, mesdames, hein, parce que je n'ai pas encore parlé des femmes. Donc, l'autre option, c'est celle qui était plutôt féminine. La dame, elle est dans la caverne avec les petits, là. Et quand le tigre arrive, c'est plus le temps de fuir, là. Il est déjà là. Donc, l'alarme sonne, elle envoie de l'énergie, des informations. Et donc, elle met de l'énergie dans les jambes, dans les muscles. Elle accélère le rythme cardiaque pour avoir plus d'énergie de sucre, d'oxygène dans les jambes. Ou alors, option 2, l'attaque. Énergie dans la gorge, dans les mains, dans la mâchoire. Et donc, en 2018, en cas de danger, nous, les dames, on a plutôt tendance à gérer notre stress en pia, 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 pia. En gros, les hommes, ils vont regarder le foot à la télé ou aller faire du sport.
et les dames, elles vont boire le thé. Mais en cas de réelle situation stressante, par exemple, j'ai un enfant qui fait une crise ou un enfant qui me pose problème en ce moment. Un enfant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec lui. Donc on a madame qui va lire des bouquins, aller chez la pédopsie, chez le psychomote, chez l'orthophoniste, des rendez-vous à Toulouse, à Aix, à Paris. Et on a le mec à côté qui fait « Non mais peut-être qu'on en fait trop, non? On devrait arrêter ?» En gros, on passe notre vie à s'engueuler alors qu'on est au même endroit. On est tous les deux dans une situation de stress. Alors parfois dans les couples c'est inversé, hein. Mais en gros, on est dans une situation de stress qu'on gère comme on peut et juste avec notre cerveau, un petit bout de notre cerveau. Donc ça marche pas toujours. Et donc quand on est face aux enfants, il y a une autre fonction du cerveau qui a sauvé l'humanité, comme le stress, c'est la zone dans le cerveau du prendre soin. Quand on est face à un visage d'enfant avec ce boubouille, là, ses grosses joues, ses gros yeux, ses bras trop courts pour se rejoindre au-dessus de la tête, ça réveille dans notre cerveau « je dois prendre soin de ce petit animal ». Et donc, quand on se retrouve face à un enfant, on a envie, on est naturellement mis en mouvement pour en prendre soin. Ça, c'est dans la nature. Quand on en a un ou deux ou trois, et puis ou alors qu'il y a un enfant de 0, de 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans, 23 ans, 25 ans, 35 ans, 47, 48 ans. En gros, normalement, il y a 3 fois plus d'adultes que d'enfants. Et dans le tas, il n'y en a qu'un qui ne sait pas marcher, que 2 qui ne savent pas bien parler, qu'un seul qui ne sait pas mettre ses chaussures. Nous, on a eu la bonne idée de les ranger par niveau d'incompétence. 25 enfants ensemble qui ne savent pas mettre leurs chaussures. Ça fait 48 chaussures en 10 minutes. Et donc, face à ça, il y a à peu près 1 ou 2 enfants. Pardon, 24. J'ai senti que je vous avais perdu là. Donc, il y a 1 ou 2 adultes. Et donc là, ma zone du prendre soin, elle s'allume. Et immédiatement, je me rends compte qu'il y en a beaucoup trop, c'est tout de suite mon amygdale qui prend le relais et qui dit « Attention, danger, nous allons pas réussir cette mission, l'humanité va sombrer. » Et donc, je vais passer en mode attaque. « Ok, c'est bon les enfants, on y va, on avance, allez dépêchez-vous, il reste 5 minutes !» Et ça, ben voilà, ça c'est juste une réaction de stress. Et oui. Donc, on est un peu trop sous stress, peut-être. Mais le stress se cache partout, on ne s'en rend pas compte. À commencer par le matin, le réveil. Un réveil naturel, c'est 5h30, les premiers oiseaux se mettent à chanter. 6h, une légère brise vient caresser mon visage. 6h15, la luminosité commence à augmenter. Et tout doucement, mes hormones d'éveil et de sommeil s'inversent, mes connexions se rebranchent les unes après les autres et j'ouvre les yeux. Ça n'arrive jamais. Même pas en vacances parce qu'il faut se réveiller, il faut se lever pour en profiter. Donc en gros, tous les matins, on se réveille par un bruit soudain qui me réveille au milieu de la nuit et là d'un coup, je suis en mode attaque, je me lève. Je n'ai pas de cerveau, j'appuie sur la cafetière, je ne boirai pas mon café, je continue et je m'occupe du reste. Si jamais j'ai des enfants, c'est encore plus rapide. Et si j'ai pas d'enfants, je me lève un quart d'heure plus tard, donc c'est de toute façon très très rapide. Mode attaque. Et donc, quand on travaille avec des enfants, il y a une autre zone de difficulté, c'est le bruit. C'est hyper stressant, le bruit en permanence, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et donc, notre cerveau, il est en vigilance, mais encore pas branché. On n'est pas capable de penser, parce qu'on est sous stress. Bon, en plus, quand on travaille avec les enfants, normalement, notre boulot, il n'est pas très reconnu par les autres. Les gens, ils nous les déposent le matin, ils nous disent « Amusez-vous bien, nous, on va travailler !» Normalement, on est moins bien payé qu'un banquier, qui, lui, n'a aucun danger dans la journée. Et donc, on nous dit,
toi, tout seul ou à deux, parce que maintenant il y a des AVS dans presque toutes les classes, toi, tout seul ou à deux, tu vas t'occuper de plein d'enfants à toi tout seul. Je ne reconnais pas que c'est difficile. Tu vas être relativement mal payé. C'est la merde. Mais quand on est sur un terrain miné, on est toujours mieux avec les yeux ouverts que fermés. Parce qu'avec les yeux ouverts, on peut faire éviter les bombes. Donc maintenant, on sait qu'on est dans la merde, mais on a les yeux ouverts. Et après, peut-être qu'on peut regarder que ce métier de travailler avec les enfants, le banquier, lui, il les a pas, les petits sourires. Il ne voit pas la joie de l'enfant qui arrive à mettre le carré dans le trou carré, qui fait... Il voit pas l'enfant qui est concentré sur son puzzle et qui fait... Le banquier, il n'est pas en train de construire la génération d'après. Et donc, si on a choisi ce métier, on a aussi plein de choses super chouettes qu'on n'a pas dans tous les autres métiers. Donc maintenant, on est sur notre terrain miné avec les yeux ouverts et en plus, on est content. Ouais, je suis trop content, j'ai le plus beau métier du monde. Ça, c'était la première étape. Donc déjà, on a un super métier, c'est bon. Mais si on a choisi de travailler avec les enfants, ou pour les enfants, parce que je pense que vous ne travaillez pas tous directement avec les enfants, mais en tout cas, j'imagine qu'à peu près tout le monde est en train d'œuvrer pour la cause enfantine. Et je le sais parce que j'en fais partie. En général, c'est que derrière notre tête, on a l'idée qu'on va sauver tous ces enfants de ces vilains parents, de ces vilains professionnels, de ces vilains papas, de ces vilaines mamans. Et même à l'intérieur du couple, hein. Maman, elle essaye de sauver son enfant contre la vilaine belle-mère et le vilain papa trop sévère. Et la maman, elle essaye de sauver... Et le papa, il essaye de sauver l'enfant contre cette vilaine maman trop collante. En gros, on se tape dessus et on se regarde tous comme des monstres. Comme des tigres à dents de sabre. Et donc, quand notre cerveau, il envisage qu'en face de nous, on a un tigre à dents de sabre... Alarme, fuite. Non, tout va bien? Ou alors, attaque. Tu crois pas que tu devrais faire comme ça? Tu le prends trop dans tes bras, non? Qu'est-ce que t'en... Mais pose-le, écoute-le, donne-lui... Tu devrais lui donner à manger bio. Et ainsi de suite. Plutôt sur le ventre. Moi, à mon époque, on faisait plutôt comme ça. En gros, on est tous en train de se battre alors qu'on a le même objectif. Tous les êtres humains ont le même. S'occuper des enfants pour qu'ils grandissent le mieux possible. On a chacun notre méthode et c'est là que ça commence à barder. Alors, moi, je suis formatrice en communication et relations humaines. Et il y a à peu près une dizaine d'années, je me suis plutôt spécialisée et j'ai commencé à me pencher sur la question de la communication dans l'éducation. Et donc, j'ai fait la communication non violente, la communication positive, les trucs, la communication gagnant-gagnant. Ça marche pas, vous en êtes rendu compte que ça ne marche pas? Je vais vous donner un exemple. Donc moi, je vais vous expliquer tout ça. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc on va aller droit au but. Un ado. Vous avez déjà vu un ado? L'ado à qui on vient de dire non pour la fête chez Léa. Alors allez-y, vous allez sentir tout de suite. Quand on est comme ça, vautré dans notre chaise, qu'est-ce qu'on vit? Alors à côté, on a maman qui a lu tout, parce qu'elle est en attaque. Depuis que son enfant est né, elle est en attaque. Il faut que je gère la situation. Il faut que je protège cet enfant de tous les dangers. Alors avant, les dangers, c'était les vrais tigres. Maintenant, c'est les émotions. Il faut que je protège mon enfant de toutes les émotions négatives. Si vous voyez le nombre... Au début, j'ai essayé de les lire, puis après, j'ai arrêté. Le nombre de bouquins sur les émotions, c'est hallucinant. Et donc, maman, elle a tout lu. Elle est en action, maman. Elle fout des bouquins partout dans les toilettes. Elle donne des informations... planquée, elle va faire des conférences, elle regarde des trucs sur YouTube.
Je le sais, hein. Je l'ai vécu. Maintenant, c'est moi qui l'ai fait les trucs sur YouTube. Donc, maman qui a tout lu, elle arrive et elle regarde son ado et elle lui dit « Tu es frustrée de ne pas aller à la fête de Léa. Tu as le droit d'être en colère. Et je te demande de me faire une phrase correcte car j'aimerais que nous continuions d'avoir une relation harmonieuse. » C'est pour ça que j'ai arrêté d'être positive. Ça ne marche pas parce que l'ado, qu'est-ce qu'il fout là ? Eh, je suis pas en colère. Ou alors, mieux, normalement, il répond pas. Il fait la gueule. Mais quand on est comme ça, mettez-vous comme ça dans votre siège, vous allez sentir tout de suite. Quand on est comme ça, est-ce qu'on est frustré de ne pas aller à la fête de Léa et qu'on a envie de faire une relation harmonieuse avec sa mère ? Non. Quand on est comme ça, on est deg. On a grave les boules. Donc, maman, maintenant, qui a posé ses bouquins, et en fait, qui a arrêté d'être menée par le bout de l'arrière de son cerveau, on dit le bout du nez, mais... Hein, donc, du coup, elle va essayer de se mener par son corps. Et donc, elle va comprendre que quand un ado, il est dans cette position corporelle, il n'est pas frustré. Il n'est pas fâché non plus, et il n'a pas la colère. Il a grave les boules. Donc, maman, maintenant, elle va lui dire... Elle prend 2 secondes pour se connecter. T'as grave les boules de pas aller à la fête de Léa. Qu'est-ce qu'il va répondre, l'ado ? Ben ouais. Un ado qui répond ben ouais, c'est comme un mari qui répond ben ouais. Les ados et les maris, c'est pareil, mesdames. Ils ne parlent pas parce qu'on leur laisse pas la place. Donc l'ado, il va faire « Ben ouais, parce que c'est la dernière fois qu'il y aura Justine, et puis après, sinon, si j'y vais pas, c'est Thibaut qui va sortir avec elle. » Et là, on va tout savoir, ce qu'on rêvait de savoir, sans même avoir posé la question. Donc les émotions, c'est dans le corps. Ça, c'est la première chose à retenir. Alors, je vous donne ma botte secrète. Allez-y, levez les bras en l'air, vous allez sentir. Avec les bras en l'air, allez-y. Maintenant, vous dites... Je déteste ma vie. Ça marche pas. Maintenant, vous allez croiser les bras, mettre les sourcils froncés, la tête en avant, les mâchoires serrées, et tchic, tchic, tchic. Comme ça en avant, et vous dites « J'adore ma vie ». Vous voyez que ça marche pas. Nos positions corporelles influent directement sur nos états d'âme. Et donc, avec les enfants qui sont plus petits que nous, en général, on est comme ça. Ça vous rappelle un truc ? On n'est pas trop comme ça. Donc, ma botte secrète, c'est d'arrêter de chercher dans ma tête qu'est-ce qu'il a, quelle émotion, quel truc, quelle étiquette, quel machin. Hein ? Je vais chercher dans mon corps. Un enfant de 3 ans comme ça, ne voulez pas que tu la coupes, la porte. Vous avez déjà vu ça ? Nous, on est là. Tu as le droit d'être fâché, nanana. Mais mettez-vous comme ça, là. Il n'est pas fâché. Il est désespéré. La Terre vient de s'arrêter de tourner. La Terre a explosé. Du coup, quand on lui parle avec gna, on n'est pas en connexion. C'est comme la boulangère. Quand on arrive dans la boulangerie le matin, on est mal réveillé, elle arrive. « Et bonjour !» Elle est hyper sympa, la boulangère. Mais c'est un peu agressif. Ça nous agresse. Juste parce qu'elle n'a pas pris le temps de se mettre en connexion. Si le temps où je mets un pied dans la boulangerie et qu'elle me regarde, elle me fait un sourire, elle me dit « Bonjour ». Beaucoup plus adapté, n'est-ce pas ? Eh bien, nous, c'est pareil, on ne prend pas le temps de s'adapter. Donc, si je regarde, cet enfant vit le désespoir. Ben, je vais m'adresser à lui comme quelqu'un qui vit le désespoir. Et je vais lui dire un truc comme « Oh, ça suffit !» Il va faire « Encore avec ses yeux pleins de larmes, il va faire « Je peux en avoir 2 ?» Parce que
le scoop sur les émotions, c'est que la décharge, elle dure 90 secondes. On s'emmerde la vie pour 90 secondes. On évite toute la journée 90 secondes. C'est le temps de un soupir et c'est passé. Une émotion, c'est comme une croûte. C'est automatique. On dit quand on se coupe la main, on ne dit pas à notre cerveau, alors là, il faudrait que tu penses à faire une croûte, tu la gardes 10 jours, quand c'est fini, tu la fais sauter, et pendant ce temps, tu as réparé la peau et on en sera tranquille. Non, les émotions, c'est pareil. C'est une réaction automatique pour nous réparer psychiquement de ce qu'on vit au quotidien. Donc l'enfant, la pomme ou le poisson rouge est mort. On peut l'observer au microscope ? Quand c'est passé, c'est passé. Nous, les seules émotions qu'on s'autorise, c'est les deuils. Et là, on y fout tout dans le tas. Du coup, on pleure, des trucs énormes et tout. Mais en fait, du coup, ça nous donne peur des émotions. Ou alors, on garde plein de trucs sous le tapis jusqu'à l'explosion. Et du coup, ça nous fait peur des réactions émotionnelles. Mais quand on a pleuré, vous avez tous vécu ça au moins une fois, après, il y a l'endroit où on a encore les larmes aux yeux et on a déjà le sourire. Et on fait « Merci, je suis désolée ». En général, on dit « Je suis désolée » parce qu'on croit qu'on n'a pas le droit d'avoir eu une émotion. Mais on dit jamais « Je suis désolée, j'ai une croûte, je me suis taillée ». Donc c'est 90 secondes. Et donc ça ressemble à juste un peu la bouche qui tremble, un peu l'œil brillant. Parce que face à une émotion, mon corps, il se met en tension. C'est le système orthosympathique. Je sais qu'il y a des médecins. Donc le système orthosympathique qui me met en tension. Je vous donne un exemple. Je suis face à une voiture. Un camion arrive face à moi sur la route. Eh bien, ça, c'est le déclencheur. Mon corps, suite au déclencheur, il va monter en tension. Je vais arrêter d'écouter la radio. Je vais arrêter de penser à ma liste de courses. Je vais avoir les pupilles qui s'écartent. Je vais voir mieux, plus loin. Je vais être plus concentrée. Mes mains vont être bien en forme et bien tendues sur le volant. Donc, je suis prêt, ça y est. Donc, il y a eu la phase de charge, la phase de tension qui me permet de m'adapter. Une émotion, c'est une réaction d'adaptation. Donc, je m'adapte. Je vois le camion, j'évite le camion. Je vois la voiture d'en face, j'évite la voiture. Je vois un platane, attention, j'évite le platane. Je vois un endroit pour me garer, je me gare. Charge, tension. Pendant toute la phase de tension, j'étais en alerte et efficace. C'est ça qui m'a sauvée. Maintenant, 2 options. Vous voyez le schéma ? Ça monte, tension. Option 1, je suis toute seule dans ma voiture. Sur mon bas-côté. Ben dis donc. Je l'ai échappé belle. Hein. Je suis redescendue. Le système parasympathique me relâche les tensions. C'est comme quand on baille. On relâche les tensions, mais on a un peu les larmes qui arrivent. Mais pas plus, pas forcément. Ça dépend de la charge. Je vais trembler un peu pour évacuer les tensions qui sont restées dans mon corps et dont je n'ai plus besoin. Et au bout d'à peu près 90 secondes, le soupir, la détente, et je repars. Maintenant, option 2, je suis sur mon bas-côté et j'ai quelqu'un dans ma voiture. Moi, quand j'étais petit, on m'a dit « Ne pleure pas, c'est pas grave ». Aux garçons, on l'a vu juste en fin de matinée, on leur a dit « Sois fort !» Aux filles, on leur a dit « T'es pas belle quand t'es en colère !» Donc normalement, on a toutes ces émotions-là. On va dire que tous mes membres représentent des émotions. Donc les filles, on leur a dit « Pas la colère !» Les garçons, on leur a dit « Pas la peur !» ou « Pas la tristesse !» Du coup, forcément, hein, la vie est plus compliquée si on n'a pas toutes nos émotions. Et on est ravis de rencontrer une moitié qui sait faire le reste de ce qu'on ne sait pas faire. Et donc, monsieur va pouvoir se mettre en colère contre le plombier et madame, qui a accès à la peur, va peut-être pouvoir dire « T'es sûr que c'est une bonne idée ?» Et à 2, on s'entend bien, au début.
Après, on est 2 personnes sur un même corps et donc forcément, ça va créer des tensions. Et donc, option 2, j'ai quelqu'un dans ma voiture, je n'ose donc pas exprimer mes émotions. Je vais mettre un espèce de couvercle sur ma tension, un couvercle sous forme d'une croyance sur moi, les autres ou le monde. Par exemple, « Tain, les gens sur la route, ils font n'importe quoi !» Donc, je mets un couvercle. Et on continue et je reste en tension. Je fais ma journée. Et quand j'arrive le soir à ma voiture et que je sors ma clé, il y a tout qui me revient. Vous avez sûrement entendu dire oui, on a des valises à porter, les valises on les transmet à nos enfants, et patati et patata. Et bien c'est exactement ça les émotions. C'est une valise sur un tapis d'aéroport. Donc soit quelqu'un vient la récupérer et on n'en parle plus. Donc elle est sortie du tapis. Une émotion, c'est et extérieur, motion, mouvement. C'est un mouvement qui doit aller vers l'extérieur, qui doit s'exprimer. Sinon, ça s'imprime. Et donc, l'émotion, c'est une valise qui arrive sur le tapis d'aéroport. Et puis, elle a besoin que quelqu'un la récupère. Les émotions, ça sert à être en lien les uns avec les autres. Normalement, on est des animaux sociaux, relationnels. Comme les abeilles, les fourmis, tout ça. Et donc, si personne la prend, la valise, eh ben, elle va tourner sur le tapis et le coup d'après, elle va se coller un autocollant jaune fluo pour qu'on la récupère. Et le coup encore d'après, elle va avoir un drapeau. Et le coup encore d'après, elle va avoir des clignotants. Récupérez-moi. Mais ne nous inquiétons pas, la valise, elle peut tourner 80 ans. Il y aura toujours un jour où on pourra la récupérer. Et donc, ma valise qui n'est pas sortie du tapis, parce que j'ai mis un couvercle, eh ben, elle va retourner. Et à chaque fois que mon cerveau reconnaît la même situation, une situation qui ressemble de près ou de loin, ma valise, elle dit « Ah, chic, je vais peut-être pouvoir me faire attraper ce coup-ci. » Donc, elle arrive avec tous ses drapeaux un peu plus forts. Et on accumule. Et puis après, on arrive à carrément la phobie. Je ne conduis pas, je me fais chier à prendre le bus tout le temps. Bref. Donc, ça, c'est les émotions qui tournent. Mais ça, moi, quand j'ai appris ça, ça m'a soulagée. Parce que ma mission première avec les enfants, c'était de les protéger de leurs émotions. Parce que je croyais, des émotions négatives. Parce que je croyais que s'il pleurait, ça voulait dire qu'il était malheureux et que donc moi j'avais raté mon boulot. Donc je lui disais ne pleure pas, ne me montre pas que je suis un mauvais parent ou un mauvais éducateur. Sauf qu'après j'ai compris que le déclencheur, c'est le poisson rouge qui est mort. Et quand il pleure, il se détend. C'est comme vomir. On est mieux après. Donc, il se détend. Il pleure pas parce qu'il est triste. Il est triste parce que son poisson rouge est mort. Qu'il pleure ou qu'il pleure pas, le poisson rouge, il est quand même mort et son corps s'est déjà mis en tension. Donc, ou le chien lui saute dessus et le chien s'en va. Et là, l'enfant, il était en tension au moment où le chien s'en va. Il commence à pleurer, où il retrouve son parent, son porte-avions, pour poser ses valises dessus. Et ben, il se met à pleurer. Ou alors l'enfant qui tombe et qui se retourne. Parce qu'il a vu son porte-avions. Donc, il se dit, yes, je vais poser mes valises. Et donc là, moi, au moment où il sort ses larmes, je lui dis, ah non, c'est fini, t'inquiète pas, chérie. Ne pleure pas, c'est fini. Du coup, on lui dit, reste en tension, mon chéri. Et nous, à l'âge adulte, eh ben, on en charrie des tensions qu'on n'a jamais évacuées. On en a des valises qui tournent. Mais imaginez, votre mère sur son lit de mort, vous avez 70 ans, et votre mère vous dit, je me rends compte que je n'ai pas été vraiment présente quand tu étais petit, et que ça a dû être drôlement difficile pour toi quand tu étais enfant. Eh bien, la valise, elle a tourné 70 ans. Eh bien, ça y est, c'est réglé. C'est jamais trop tard. Donc, on peut en faire des conneries. On peut en faire plein des blessures à nos enfants. Et puis, de toute façon, on va en faire. Et on en fait à notre insu. Parce qu'on vit les uns avec les autres. On se marche sur les pieds comme en boîte. On n'a pas fait exprès. On était dans notre truc à nous. C'est comme dans une crèche, les enfants, il y en a un qui fait sa tour, le deuxième, il y va un peu fort, il fait tomber, mais parce que lui, il voulait aller attraper la balle.
Et c'est pour ça qu'on a nos émotions. C'est pour ça qu'on a la colère. La colère, ça nous sert à dire « Oh non, ma tour !» Et ça me répare. Et l'autre, il va me dire « Oh, je suis désolée », il va m'aider. Et donc, on a nos émotions pour ça. Donc, n'ayons pas peur des émotions des enfants. C'est des croûtes. Et puis, quand ils pleurent, c'est comme s'ils vomissaient. Alors, on le regarde en pleurant et on lui dit « Oui, vas-y, pleure ». Parce que ce que j'ai découvert dans ma longue errance pour comprendre les relations humaines, est-ce que quelqu'un a un foulard devant? Est-ce qu'on peut s'envoyer le foulard toutes les deux? Là, c'est le résumé de comment ça fonctionne une émotion. Donc moi, je suis émotion, j'ai une émotion, donc je suis en émission. On est d'accord, hein, ça va vers l'extérieur. Et madame est également en émission. Alors, on va s'envoyer notre foulard. Prête? Voilà, c'est la merde. Merci. C'est la merde. Ça ne marche pas. Pour recevoir une émission avec mon poste radio, j'allume mon récepteur. Et la plupart des difficultés relationnelles, elles viennent de cette incompréhension-là. Donc vous oubliez tous les trucs de il a peur, c'est de la peur, c'est de la colère, c'est de la tristesse, il a le droit. Il est en émission. Donc il faut en face quelqu'un qui soit en réception. Parce que si pendant qu'il est en émission, ça marche avec les enfants, ça marche avec les collègues, ça marche avec les patrons, ça marche avec tout le monde. Il est en émission. Si je veux réceptionner, j'ai besoin d'être en réception. Je vous donne une image qui va vous rester normalement. Vous avez sûrement, pendant votre vie étudiante, vécu cet instant magique de tenir la bassine à une copine qui vomit et de lui tenir les cheveux. Elle a nécessairement besoin de nous. Elle a besoin qu'on soit là, présente, en réception. Elle a surtout pas besoin qu'on en rajoute. « Oh, ben pourquoi t'as mangé ça ?» Non, elle a vraiment besoin qu'on soit en réception, mais qu'on soit là. Parce que si on n'est pas là, elle va s'en mettre partout. Donc elle a besoin de nous. Et ben c'est pareil quand on est face à quelqu'un qui a une émotion. Il a besoin de quelqu'un de présent, mais qui n'en rajoute pas. Donc ça, c'est un message spécial pour nous, les dames. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben justement, on fait rien. C'est génial. Faire, c'est un mode attaque. Parce qu'aujourd'hui, le stress, on se tape plus dessus à coups de gourdin. Vous avez remarqué, c'est rare. Hein. Par contre, on a gardé cette énergie de tueur. Beaucoup plus subtile. Beaucoup plus cachée. Enfin, pas nous, hein, les autres. Nous, ça va. Mais les autres, parfois, ils peuvent faire des trucs comme... Là, je suis dans mon énergie de tueur avec mon sourcil. Ou alors, un petit soupir peut tuer. Un petit soupir te défonce ta journée. Tu ramènes le mec, il ramène un bouquet de fleurs et sa femme me fait... Deg. T'as les boules ou t'es deg, ça marche avec tout le monde. Plus que t'es en colère. Donc on est dans notre énergie d'attaque, même si on s'en rend pas toujours compte. Et c'est très fin. L'énergie d'accueil, peut-être qu'il y en a qui le font dans leur structure ou avec les enfants qu'ils accueillent, c'est l'énergie d'autonomie. C'est l'énergie comme ça. Alors, si on est au bout du tapis, là, d'aéroport, et qu'on fait « Qui c'est qui t'a fait mal? C'est qui? Mais attends, mais pourquoi il t'a répondu ça? Et qu'est-ce que tu l'as dit? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait juste avant ?» Eh bien, on est en action. On est dans le tuyau. On bouche la sortie avec toutes nos questions. On est en émission. Pour réceptionner, je me mets là, je regarde sa position corporelle et je me dis « Oh là là, ça va pas fort. » Je peux juste me dire ça. Juste, je me le dis dans le corps. Et là, normalement, l'enfant, il va se mettre à pleurer. Parce que ça y est, il a un porte-avions disponible pour poser ses valises. Et alors, ça marche super bien avec les maris. Parce que c'est surtout les femmes qui sont en émission, j'ai dit. Hein, les hommes, ils sont plutôt en fuite. Donc, on arrive à la maison. Pas la première année. La première année, on est face à face. Un peu après, quand on a chargé des valises, on arrive et puis on a le mari à côté. Et on lui dit des trucs du genre « T'en as pas marre de pas parler ?»
Mais franchement, c'est nul. Tu crois que moi, j'ai pas envie de parler le soir avec quelqu'un? J'ai passé toute la journée à nanana. Et maintenant, au début, on parlait. Hein. Tu te rappelles, au début, tu parlais. Hein. Je suis comment, là? Déjà, je suis en mode attaque. Et je suis en mode émission. Donc, au bout du tuyau du mari, il n'y a rien qui peut sortir. Maintenant, je vous donne un truc. Vous essayerez de me... Alors, tout ce que je raconte, ne me croyez pas. Faites l'expérience. On s'assied. Il faut pas longtemps, hein, parce qu'on le tient jamais, ce silence-là. Hein, on le regarde. Petit sourire sympa, je suis pas tueur. Et là, normalement, il va nous dire « Putain, les gens sur la route, je sais pas quoi. » Il va nous dire des trucs. C'est pareil avec l'ado, c'est pareil avec l'enfant. Mais si on commence à dire « Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais la gueule ?» Eh bien, en fait, on est dans le truc. Et donc, avec les enfants en crise, c'est pareil. Alors, ouais, combien reste? Parfait. Un enfant en crise, c'est un enfant qui est passé en mode survie. C'est comme une voiture qui serait sur la réserve. Tous les voyants s'allument et ça fait mode survie. On a tous un réservoir. C'est un réservoir d'adaptation. Quand il est plein, tout va bien. Quand on revient de 15 jours de vacances, on n'a fait que l'amour. Tout est trop cool. Ouais, les enfants, vous voulez qu'on mange sur le canapé? 15 jours avant Noël, les enfants, il est 7h30, vous vous dépêchez d'aller vous brosser les dents, ensuite on va manger, et après dodo, et il n'y aura pas d'histoire. On est plus rigide. Parce qu'on est à sec. Et bien un enfant à sec, il commence à avoir de l'énergie à cause de son amygdale dans ses bras, dans ses jambes, donc il va commencer à bouger, courir. Et nous, quand on voit les enfants qui font ça, on se dit, il faut absolument que je l'arrête. Sinon, ça va dégénérer. Ce n'est plus un enfant que je vois, c'est un danger. Une cible à abattre le plus tôt possible, surtout si on en a plusieurs à garder. Du coup, je ne vois plus un enfant, je vois un petit vélociraptor hyper dangereux. Du coup, moi, je passe en mode tyrannosaure. Toi, tu fais bien aussi! Un adulte de 6 mètres, avec les yeux froncés et les dents dehors, me court après. Il va courir. Mais moi, je me rappelle pas que je sais l'arrêter. Je crois que c'est un animal dangereux. Du coup, je lui cours après en lui disant « Viens ici !» Alors que je peux l'attraper. Mais je... Viens ici! Finalement, je le rattrape. Là, qu'est-ce qu'il fait une fois que je le tiens? Il se débat. Il donne des coups de pied. Il a de l'énergie dans sa mâchoire. Il essaye de me mordre. Il crie. Il me tape. Attaque. Il peut plus fuir. Il attaque. Mais moi, je sais plus que c'est un enfant. Je crois qu'avec son 24, il peut me faire très très mal. Et je lui dis « Arrête, tu vas me faire mal !» Alors que si je veux, je le plie. Mais j'ai oublié. Parce que j'ai plus de cerveau. Du coup, je lui dis « Arrête !» Mais qu'est-ce qu'elle fait, la souris, dans les pattes du chat quand elle peut pas attaquer et pas fuir? Elle fait la morte. En fait, dans son cerveau, il y a une deuxième décharge hormonale qui dit « Arrêtez la tension, ça sert à rien, coupez les moteurs. » Donc, on devient tout mou. Et en plus de ça, il y a un truc du style endorphine qui te fait te sentir super peace and love. Et trop cool, le chat va me croquer, je vais crever, mais ça va bien se passer. Et l'enfant, eh ben c'est pareil. Là, il se dit « Je peux pas fuir. » Alors, au dernier truc, il essaie de faire ça. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Je ne peux pas attaquer, je ne peux pas fuir, je vais crever. Décharge hormonale du figement, c'est la 3e solution, l'ultime. Et là, l'enfant, il fait... Ça nous fait criser. Mais c'est juste un enfant à bout d'énergie qui croit dans son corps qu'il va mourir. Donc, l'idée, c'est peut-être de remplir le réservoir autrement. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, plutôt que d'être un tyrannosaure, on peut essayer d'être une fée ou un super-héros.
Et les fées, en général, elles font des trucs super chouettes. Quand les enfants ils se battent dans la cour, eh ben, ça peut être 2 fées, une qui fait 1, 2, 3 soleil, et la deuxième qui fait ça. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout de suite venir. On peut jouer avec vous, on peut jouer avec vous. Avoir de l'autorité, c'est donner envie d'être suivi. C'est pas quelqu'un qui fait autorité en la matière, on l'écoute, on lit ses bouquins, mais on nous menace jamais. Mais du coup, la fée, après, elle peut dire « Ah, c'est fini !» Parce que quand on a des paillettes, on peut dire plein de choses. Et quand la fée, elle dit « C'est fini », la fée aussi, des fois, elle peut craquer, puisque c'est... Donc, une fée qui craque, ça ressemble à « J'en ai marre, je ne sais pas ce qu'on va devenir !» Là, normalement, les enfants, ils s'arrêtent. Voilà. Donc, en résumé, on a besoin de s'autoriser l'erreur. Du style, « Oh, j'ai drôlement craqué tout à l'heure. Hein. Oh, là, j'ai craqué. Hein. Oh, tout à l'heure, j'ai crié hyper fort. » En rigolant. On nous a fait croire qu'on devait être chiant quand on avait des enfants à garder ou à s'occuper. Mais du coup, il n'y a que les grands-parents qui le savent. Les grands-parents, ils disent « Moi, je me suis fait chier pendant 30 ans, maintenant, je vais en profiter. » Mais tant qu'on n'a pas fait ça, on se dit il faut que je sois sérieux, raisonnable, pas drôle. Et du coup, on perd toute notre puissance d'attraction. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Si je suis un tyrannosaure, l'enfant, ça va le mettre sous stress et il va courir, il va faire des trucs déplacés. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants dans la relation éducative. Et donc, l'année dernière, j'ai fait 70 structures. Et j'observe qu'il y a aussi des enfants qui sont particulièrement stressables par rapport à d'autres. Il y a des enfants, ils n'arrivent pas à s'adapter. Dès qu'on se met en cercle, ils tournent autour. C'est toujours celui qui va bousculer les autres. Il y a des enfants atypiques. Et avec les autres, ça marche. Avec eux, ça marche pas. Et ce que j'observe, c'est que la plupart de ces enfants, ils ont souvent des troubles physiques associés, ou plutôt ils ont eu des troubles physiques associés du style rhinite, otite, asthme, eczéma, reflux gastro-œsophagien, tout un tas de symptômes physiques d'extraction. Et récemment, donc moi ça fait une dizaine d'années que je travaille là-dessus, et donc j'avais travaillé avec les travaux du chercheur Natasha Campbell. Et donc, très récemment, en 2018, il y a aussi une équipe en Turquie qui vient d'expliquer qu'il y avait un lien entre les troubles autistiques et l'intestin. Alors, je vais vous expliquer très rapidement ce que j'en ai compris. En gros, quand on a un intestin poreux, on ne digère pas complètement. C'est nos bactéries qui digèrent c'est nos bactéries qui démontent. Comme si on mange une pomme en Lego, la bactérie, elle fait des petites briques. Et nous, après, on utilise les petites briques pour fonctionner. On croit souvent qu'on mange pour grandir. Or, on mange... Sinon, on s'arrêterait de manger à l'âge adulte. À l'âge adulte, on continue de manger. C'est qu'on a encore besoin de manger pour faire autre chose. Et donc, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on fabrique des neurotransmetteurs qui permettent de faire passer l'information qui est électrique dans un neurone. On fait un petit camion pour la passer de manière chimique entre 2 neurones. Et ensuite, elle continue son chemin de manière électrique. Et je fabrique mes petits camions en Lego. Mais si les bactéries, elles ont mal démonté, je me retrouve avec des trucs que mon corps, il ne sait pas quoi en faire. Et donc, il va d'abord essayer de les évacuer. Par la peau, par les glaires, par les oreilles, par la transpiration, l'asthme, plein de choses. Et puis, c'est comme nos poubelles. Si on a le camion qui passe qu'une fois par mois, eh ben, on va commencer à garder nos déchets pour en faire quelque chose. Et donc, on va fabriquer peut-être des neurotransmetteurs un peu biscornus. Et ça peut avoir tendance à abîmer les synapses. Donc ça, c'est des études très, très récentes. Et donc, ça va faire des hyperconnexions ou des hypoconnexions. Et donc, on va avoir tous ces enfants qui ont soit des étiquettes, autisme, hyperactivité, précocité, enfin tout ça, et tous ces enfants qui n'ont pas d'étiquette, mais qui ne rentrent quand même pas dans les cases, mais qui rentrent quand même pas dans les chaises, dans les classes, dans les rangs. C'est des enfants qui sont épuisants.
Et donc moi, je cherche à faire des études. Donc moi, je l'observe dans ma pratique. Je disais l'année dernière, j'ai vu 70 structures et grosso modo, les gens me disent oui, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Aujourd'hui, on en a à peu près un par groupe qui est dans ce cas-là. Au moins un par groupe. Mais moi, je voudrais faire des études carrées pour savoir exactement combien. Et ces informations dont je vous parle, elles sont très très récentes. Peut-être que les médecins d'aujourd'hui qui sont hyper sollicités dans leur quotidien parce qu'ils en ont plein qui arrivent de toutes sortes et on n'arrive peut-être pas à faire le lien entre cet enfant précoce et cet enfant hyperactif ou dyslexique ou j'en sais rien. Il y a plein d'enfants qui ont des problèmes. Quand on est dans notre pratique au quotidien, on ne le voit pas. Et les études, elles sont très très récentes. Donc il va falloir attendre longtemps avant que ça se développe. Voilà. En tout cas, c'est juste une observation. C'est pas pour dire que tous les problèmes des enfants viennent de là, mais que parfois, et ça c'est ce qui a été dit ce matin aussi, parfois ça sert à rien de chercher un problème d'éducation, de communication avec un enfant qui n'a pas la compétence physiologique de nous écouter. Et un autre petit détail, c'est que la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui intervient dans la régulation du sommeil et des humeurs, il est stocké dans l'intestin. Donc il y a peut-être un lien. Voilà, alors en tout cas, si jamais vous avez des enfants qui ne rentrent pas dans les cases et tout ça, peut-être que ça vaut le coup de se dire, est-ce que son intestin va bien ? Alors vous allez voir les médecins, les gens qui savent s'occuper de ça. Et ensuite, du coup, plutôt que d'être en conflit avec la structure ou avec le parent, eh ben, on est là ensemble autour du même problème. Parce que sinon, c'est comment ça se passe à la maison ? Les parents, ils sont en train de se disputer, c'est pour ça que l'enfant, il va pas bien. Mais les parents, ils se disputent parce que l'enfant va pas bien depuis qu'il est né. Ils sont épuisés, ils savent pas d'où ça vient et ils se bagarrent. Et peut-être qu'il vient de faire 3 structures. Enfin bref, des fois, c'est pas psychologique. Alors ça m'arrange pas. Des fois, c'est pas que psychologique, en tout cas. Et ça vaut le coup d'explorer surtout la piste physiologique. On n'a pas encore tout expliqué, on comprend pas encore tout, mais il y a des recherches qui sont en cours. Et ça vaut le coup de se renseigner sur d'autres choses que le problème. C'est la mère qui fait trop, qui est trop sur son dos. Parce qu'une mère, quand son enfant il a un problème, eh ben, elle est naturellement inquiète. Et je l'ai dit, en attaque. Donc, nous osons nous planter, parce qu'il n'y a que quand on plante qu'on pousse. Donc, soyons des grands adultes capables de montrer aux enfants le droit à l'erreur. Et je pense que chaque fois qu'on fait une crise et qu'on dit « Oh, bah là, j'ai déconné hein. », et ben, l'enfant, il se dit « Ah ouais, lui aussi, il fait des trucs qui sont pas trop cool. » Donc, osons donner le droit à l'erreur. Osons nous mettre des paillettes pour devenir un peu rigolo, un peu fun. Parce que quand les enfants, ils nous regardent et qu'ils font « Ouais !» nous, on se sent une fée à paillettes. Et quand on se sent une fée à paillettes, eh ben, notre réservoir à nous, il est... Et on part travailler avec la joie, avec le bonheur. On dit, ouais, moi, je suis une fée à paillettes pour les enfants. Voilà. Alors, j'espère que vous allez prendre quelques paillettes et que vous avez passé un bon moment, même s'il y avait quand même des informations intelligentes dans l'histoire.